on a du mal à comprendre comment l'armée, après le 7 octobre, peut continuer à s'entraîner sur ce genre de scénario. Et une des explications, à mon sens, c'est cette espèce de dissonance cognitive chez beaucoup de hauts responsables de l'establishment sécuritaire militaire israélien, qui fait que pour eux, l'ennemi principal, c'est pas le Hamas ou le Hezbollah ou aucun autre de nos ennemis, mais c'est toujours un ennemi intérieur, un ennemi fantasmatique ou fantasmé contre lequel ils dirigent leur principal, qui les obsède. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Pierre Lursa. Pierre, bonjour, Boker Tov. Boker Daniel. Nous vous avons sollicité pour parler justement de ce qui s'appelle, on va dire, on appelle ça en hébreu les Shomrei Asaf, c'est-à-dire où les responsables sécuritaires israéliens qui, après avoir mené une carrière, on va dire, dans la défense du pays, souvent dans le Shin Bet, à la tête même des services de renseignement intérieur ou même à l'armée, eh bien, adoptent une politique qui est extrêmement, on va dire, ultra pacifiste, ultra libéral, et que l'on a du mal à concilier avec l'activité majeure de leur carrière, on va dire, qui est justement de lutter contre le terrorisme, contre les offensives terroristes des Palestiniens, de quelque sorte qu'ils soient. Et on a vraiment du mal à essayer de comprendre comment finalement, la plupart de ces anciens commandants du Shin Bet, de l'armée, de l'état-major, eh bien, se retrouvent généralement beaucoup plus dans la gauche israélienne que dans la droite nationaliste. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est un petit peu l'aspect peut-être psychologique. Et si vous voulez, il y a un lien direct avec l'actualité. On a vu la semaine dernière la décision du président américain de geler les avoirs de juifs habitants de Judée-Samarie. Oui. Et on a vu simultanément presque la décision de l'armée de mener un exercice dans lequel le scénario, c'était des habitants juifs en Judée-Samarie qui enlevaient un enfant palestinien. Et alors évidemment, on a du mal à comprendre comment l'armée, après le 7 octobre, peut continuer à s'entraîner sur ce genre de scénario. Et une des explications, à mon sens, c'est cette espèce de dissonance cognitive chez beaucoup de hauts responsables de l'establishment sécuritaire militaire israélien, qui fait que pour eux, l'ennemi principal, c'est pas le Hamas ou le Hezbollah ou aucun autre de nos ennemis, mais c'est toujours un ennemi intérieur, un ennemi fantasmatique ou fantasmé contre lequel ils dirigent leur principal, qui les obsède de manière, c'est carrément obsessionnel. Quand on lit par exemple le texte que Ami Ayalon, ancien patron du Shin Bet, a publié dans Le Monde il y a 15 jours, on s'aperçoit que d'une part, il avoue avoir une empathie pour l'ennemi palestinien, ce qui est assez surprenant. Et en même temps, il a une espèce d'obsession sur le conflit idéologique interne à Israël, c'est-à-dire qu'il faut absolument empêcher qu'Israël devienne un État plus juif, plus religieux. Et ce Shabbat, justement, bon, ça m'arrive pas très souvent, mais j'ai lu le journal à Haaretz. Et quand vous lisez à Haaretz, vous comprenez un petit peu l'état d'esprit je dirais, de cet establishment qui vit dans une espèce de monde complètement fantasmatique. Je citerai juste un tout petit extrait du grand article de Yossi Werther qui dit « Il n'y aura pas de nitzachon, il n'y aura pas de victoire totale jusqu'à ce qu'on soit débarrassé de Netanyahou ». Donc on comprend que le combat principal pour cette gauche-là, pour cette frange de la gauche, c'est comme avant le 7 octobre, ça n'a pas changé. On est toujours dans le combat contre Netanyahou, contre le gouvernement, et finalement on a l'impression qu'il ne s'est rien passé le 7 octobre. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que même si on va pas faire de la psychologie à deux shekels, mais on va peut-être. Est-ce que le fait, par exemple, vous citiez Ami Ayalon, c'est celui qui a dirigé le Shin Bet tout de suite après le traumatisme de l'assassinat de Rabin. Est-ce que finalement, et puis lorsque l'on parle aujourd'hui de Netanyahou, du 7 octobre, est-ce que finalement il n'y a pas toujours cette même obsession, à savoir que d'une certaine manière il y a le traumatisme de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, et qu'à partir de ce traumatisme, dirons-nous, toute la droite israélienne dans son ensemble, ou la droite nationaliste, à l'image de Yigal Amir, eh bien, est devenue un peu suspecte d'avoir assassiné Rabin et, quelque part, d'avoir fait régner tout de suite après, 6 mois après, Binyamin Netanyahou. Oui, sans doute que c'est peut-être un élément de réponse, mais je crois que la réponse, elle remonte encore plus loin dans l'histoire d'Israël. Et personnellement, je la ferai remonter
peut-être à l'affaire Arlozorov, donc dans les années 30. C'est-à-dire que finalement, je dirais que dans le DNA, dans l'ADN même de la gauche israélienne, ou d'une certaine gauche israélienne, il y a toujours cet ennemi intérieur. À l'époque de David Ben Gurion, c'était Jabotinsky qui était qualifié de Vladimir Hitler. Plus tard, il ne s'adressait jamais à Menachem Begin par son nom, il disait toujours le voisin du député Bader. Donc vous voyez que dans l'ADN de la gauche israélienne, depuis l'époque de Ben Gurion, l'adversaire idéologique est toujours n'est jamais considéré comme un partenaire à part entière, et encore plus que ça, il est considéré comme un ennemi à abattre. Et je dirais que de ce point de vue-là, c'est frappant de voir qu'après le 7 octobre, on revient finalement à ce qui s'est passé avant, on revient à la guerre civile. Il y a cette tentation aussi de la guerre fratricide, et là on pourrait faire remonter évidemment les racines encore plus loin dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que pour une partie de l'échiquier politique en Israël, la guerre fratricide, ce n'est pas quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est quelque chose au contraire qui est salutaire. Comme si le salut d'Israël, et c'est l'impression que j'ai eu personnellement en lisant Haaretz ce Shabbat, c'est que aux yeux des éditorialistes d'Haaretz, le salut d'Israël ne viendra que par la guerre fratricide, que par la guerre contre les Haredim, contre les sionistes religieux, contre Netanyahou. Il y a toujours il n'y en a pas un, en fait, il y a plusieurs ennemis intérieurs contre lesquels il faut se battre, et ce combat a priorité sur tout autre combat, y compris sur le combat existentiel que Israël est en train de mener contre le Hamas. Et des événements aussi traumatisants que le 7 octobre, ça ne modifie pas d'un iota, on va dire, cette idéologie, cette approche ? Malheureusement, non, chez certains protagonistes, chez certains tenants de cette idéologie. Quand vous lisez à Haaretz, il ne s'est rien passé le 7 octobre. Ou disons que ce qui s'est passé le 7 octobre ne fait que les renforcer dans leur conviction que le combat principal, c'est contre Netanyahou, parce que Yossi Werther écrit « Lo yeh nitzachon muchlad Benjamin Netanyahou istalek », il n'y a pas de victoire totale jusqu'au départ de Netanyahou. Donc, on comprend que l'objectif principal, c'est se débarrasser de Netanyahou. Donc, on comprend que finalement, je dirais que le lexique politique n'a pas changé depuis le 7 octobre. Et on a l'impression que la guerre contre le Hamas, c'est une parenthèse qu'il faut se dépêcher de refermer. C'est pour ça qu'il y a aussi cette espèce de croyance qu'il faut se dépêcher de terminer la guerre, et que c'est le gouvernement qui l'a fait durer pour des objectifs politiques. Comme si c'était pas l'ennemi qui nous imposait une guerre longue, comme si c'était pas l'Iran qui nous avait fait tomber dans un piège et qui voulait absolument faire durer la guerre le plus longtemps possible par le moyen du Hamas, par le moyen du Hezbollah. On a l'impression que tout se réduit toujours au combat politique, au combat interne à Israël, comme si tous les événements extérieurs, finalement, leur véritable coupable, c'était toujours des gens à l'intérieur d'Israël. C'était toujours l'adversaire idéologique à l'intérieur d'Israël. Et cette idéologie, est-ce que vous dites qu'elle est aujourd'hui imprégnée dans les plus hauts cercles, par exemple, de l'état-major israélien, dans les plus hauts cercles du Shin Bet en Israël, et qu'elle, d'une certaine manière, peut provoquer justement des catastrophes telles que celles qui se sont produites le 7 octobre, à savoir en matière de sécurité ? Je pense qu'il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que finalement l'incapacité des chefs de l'appareil militaire et sécuritaire israélien à apprécier la véritable menace que faisait peser le Hamas contre Israël avant le 7 octobre, elle est liée aussi à cette conception, à cette idéologie dans laquelle l'ennemi intérieur est plus important que l'ennemi extérieur. Et quand je dis l'ennemi intérieur, évidemment, c'est entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas d'ennemi intérieur, il y a un adversaire. Mais chez eux, il devient un ennemi. Et à mon sens, l'incident de la semaine dernière, l'incident très grave dans lequel on a vu l'armée s'entraîner contre un scénario dans lequel l'ennemi, puisqu'il y avait des soldats qui jouaient le rôle de l'ennemi, et l'ennemi, ce sont des Juifs de Judée-Samarie, cet incident est à la fois très grave et aussi très révélateur. Ça veut dire que même au sein même de l'armée, on n'a pas encore changé de disquette. On n'a pas encore compris qu'il faut absolument s'unir, que le peuple entier, et que, y compris l'establishment, soit uni contre l'ennemi extérieur. Et ça, je dirais que la compréhension de ce point fondamental, apparemment, n'est pas partagée par tous les membres de l'armée d'Israël. Et ça, je dirais que c'est très important. C'est très grave, d'autant que on voit bien que le sionisme religieux, il assume une part très importante dans les combats aujourd'hui à Gaza, et le nombre de morts dans les rangs du sionisme religieux est beaucoup plus important que leur poids dans la population d'Israël. Et malgré tout, quand vous lisez le journal Haaretz, on a l'impression que le danger, c'est toujours ce messianisme, ces colons. Donc, on a l'impression qu'il y a une véritable dissonance cognitive.
ça va au-delà, je dirais, d'un débat politique et idéologique normal qui, lui, de toute façon, ne disparaîtra jamais en Israël, quelles que soient les circonstances. Mais finalement, on a l'impression que autant la droite religieuse est obsédée par l'idée d'unité du peuple, autant dans une certaine frange de la gauche, on est au contraire obsédé par la guerre fratricide. Est-ce que c'est ce qui se reflète aussi à travers la campagne menée pour la libération des otages ces dernières snées? Alors là, je dirais que c'est peut-être un petit peu, c'est beaucoup plus complexe et c'est un sujet évidemment très délicat. On a du mal à l'aborder sous un angle politique, mais c'est vrai que... Est-ce que vous sentez qu'il y a une politisation de ce mouvement qui est apparemment de prime abord un mouvement qui devrait être consensuel? Il devrait être consensuel. On sait bien que malheureusement il ne l'est pas parce que même au sein même des familles des otages, il y a différentes tendances et c'est pour ça qu'il y a différents mouvements qui ont différents groupes de pression qui se sont séparés les uns des autres. Parce que certains avaient un certain agenda politique et d'autres avaient un autre agenda politique. Et effectivement, dans ce discours politique de cette gauche représentée par le journal Haaretz, de cette frange de la gauche représentée par Haaretz, eh bien, effectivement, on a l'impression que les otages, c'est quelque part, c'est comme si le gouvernement avait totalement délaissé le sujet des otages et que, au nom de ce qu'ils appellent cette victoire biblique que poursuit Netanyahou, eh bien, on a sacrifié les otages. Et donc, ça, c'est un petit peu leur vision du problème des otages, qui évidemment est beaucoup plus complexe, parce qu'on sait bien que c'est très difficile de parvenir à obtenir les deux objectifs de la guerre, qui sont la destruction du Hamas et la libération des otages. Mais la difficulté objective, elle est complètement balayée. On a l'impression que tout procède d'un calcul cynique et on a l'impression que le gouvernement d'Israël est mu entièrement par des considérations purement politiciennes et par un cynisme absolu. Alors, comment on essaye de réparer cela? Est-ce que c'est possible de réparer ça? Parce que là, vous êtes en train de nous dresser un portrait, on va dire un tableau assez noir hein, de la réalité, parce que vous êtes en train de nous dire, c'est même pas lorsque Benyamin Netanyahou aura démissionné ou aura quitté la scène politique, eh bien, vous êtes en train de nous dire d'une certaine manière que cette classe politique ou idéologique essaiera de trouver un autre responsable dans la droite israélienne pour le discréditer et que, de facto, aucun pouvoir de droite ne sera légitime? Effectivement, je dirais que c'est peut-être le cœur du problème, c'est qu'il y a une partie de la gauche qui n'a toujours pas accepté finalement que la droite peut gouverner en Israël, qu'il peut y avoir une coalition Yamin Malé Malé de droite et de partis orthodoxes, de partis sionistes religieux. Et à leurs yeux, cette coalition ne sera jamais légitime. Et c'est bien ce qu'on a vu pendant les mois et les années qui ont précédé la guerre. Et malheureusement, ça n'a pas changé. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est assez, je dirais qu'il y a quelque chose de désolant à voir que malgré tous les changements qui se sont produits en Israël depuis le 7 octobre, malgré le sentiment très puissant d'unité de destin du peuple d'Israël, eh bien, cette division, non seulement elle subsiste, mais elle est entretenue par certains, ceux qu'on pourrait appeler des agents du chaos, parmi lesquels il y a effectivement beaucoup de ce qu'on appelle les Shehavarim, des anciens généraux, dont les noms sont connus de tous, comme Ehud Barak et bien d'autres, pour qui il faut absolument se dépêcher de refermer la parenthèse de la guerre pour revenir au combat principal contre l'ennemi religieux, contre l'ennemi sioniste de droite, contre le gouvernement Netanyahou, etc. Est-ce que selon vous, cette attitude donc de ces Shomrei Asaf, de ces anciens généraux et chefs du Shin Bet, etc., est-ce qu'elle peut les conduire jusqu'à aller même solliciter, on va dire, le soutien à l'international, c'est-à-dire des Américains, des Européens, pour essayer d'empêcher la droite de gouverner, de rester au pouvoir? Bien entendu, ils le font déjà. Si Ami Ayalon s'exprime dans les colonnes du Monde, qui n'est pas réputé comme être un journal très favorable à Israël, ou de manière beaucoup plus significative lorsque, je dirais, c'est pas par hasard que le gouvernement Biden prononce des sanctions contre des habitants juifs de Judée-Samarie. On sait bien que je dirais que cette façon de désigner un ennemi intérieur en Israël ou d'établir une équivalence entre les méchants du côté palestinien et les méchants du côté israélien, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient bien de l'intérieur de la société israélienne. Et c'est bien ce discours
qui a été importé depuis Israël et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'administration américaine et ailleurs aussi dans l'Union européenne. C'est-à-dire que le camp progressiste, entre parenthèses, le camp progressiste, entre guillemets, à l'international, il est nourri par le discours interne à Israël. Alors, comment on peut sortir de cette situation? Est-ce que vous ne pensez pas que finalement les 300 000 réservistes qui ont combattu ces derniers mois, ensemble, côte à côte, de gauche, de droite, laïcs, religieux, etc., eh bien, sont revenus avec une autre perception de leurs collègues, c'est-à-dire que qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient laïcs, qu'ils soient religieux. Est-ce que finalement, cette ardoute, cette arva, cette fraternité des armes ne peut pas compenser, ou en tout cas se substituer à cette tendance idéologique? Bien sûr, c'est le grand espoir que nous partageons tous. C'est-à-dire que finalement, la fraternité des armes sera plus forte que les divisions internes et que les agents du chaos, aussi puissants soient-ils, et que finalement c'est cette fraternité des armes et cette unité retrouvée sur le champ de bataille qui va l'emporter. Bien sûr, c'est l'espoir qu'on partage tous. On l'espère aussi, on le partage effectivement avec vous. Merci beaucoup, Maître Pierre Lurçat, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce sujet, on va dire à la fois délicat mais extrêmement important pour la réalité israélienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, shalom. Et à vous, Daniel.